Je crains qu'on ne soit que des hommes, que des femmes. Ok, très bien. Mais- bonsoir. Donc, je me présente, Marie-Claire Moraldo, fondatrice et directrice générale des Orchidées Rouges. Je suis avec Dr Martine Dicos-Guillou, qui est donc notre gynécologue et également notre secrétaire générale. Donc, elle est à l'écran. Elle est sur mon écran. Je ne sais pas si elle est sur le vôtre, mais je la vois. Martine. Oui, vous m'entendez? Non, vous Allô? Oui. Ah oui, oui, on t'entend. Bon, ben voilà. Oui, très bien. Je suis présente. Voilà, très bien. Donc, moi, je vais vous parler donc, de l'aspect du contexte culturel, géographique et religieux des mutilations sexuelles féminines. Et ensuite, je passerai la parole à Martine pour parler du côté purement médical. Je vais vous partager quelques slides, mais pas beaucoup. Je ne suis pas vraiment adepte des PowerPoint, donc vous en aurez quelques-uns, mais après, j'aime l'interaction. De toute façon, on aura un moment pour les questions. Je vais démarrer par vous parler des orchidées rouges. J'avais fait une présentation des orchidées rouges. Si toutes les personnes qui sont là étaient déjà là, ce n'est pas nécessaire que je rentre dans les détails. Donc, c'est qui va me faire ça. Est-ce que la présentation que j'avais faite, il y avait tout le monde ou il faut que Non, ce ne sont pas les mêmes personnes. Nous étions vraiment internes Bordeaux. Oui. Et là, on a des représentants du Sud-Ouest et également Bernadette Schmitt, qui est la présidente de l'Union française, qui est présente ce soir, oui. Et ainsi que la vice-présidente Sud-Ouest. Oui, très bien. Ça marche. Donc, les orchidées rouges, pour vous parler de notre historique, on existe depuis mars 2017. J'ai fondé cette association suite à mon expérience personnelle. Moi-même, j'ai été victime d'excision à l'âge de 9 ans par une tante, alors que ma mère était contre. Et donc, je suis allée en vacances chez une tante, j'ai été excisée. Ça a eu après des conséquences sur ma vie. Et c'est en 2016 que j'ai décidé de me reconstruire. Donc, dans ce parcours de reconstruction, je me suis aperçue qu'il n'y avait rien dans notre région. J'ai dû aller à Paris. Et par la suite, ça m'a apporté un tel bien-être que je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que je milite pour apporter ma contribution à l'éradication des mutilations sexuelles féminines et sauver les petites filles de ces violences et aussi proposer des solutions aux survivantes pour ne pas que ce soit une fatalité pour elles. C'est comme ça que les orchidées rouges sont nées en mars 2017. Quand on a été créé très rapidement, je me suis aperçue que les femmes venant nous voir, elles avaient des problématiques de mutilation sexuelle ou de mariage forcé, mais il y avait plein d'autres facteurs de violence ou de précarité qui venaient influer sur leur bien-être physique et psychologique. Et il y avait aussi le problème de rupture de parcours. Donc, très rapidement, je me suis dit, il faut penser un dispositif qui permette un accompagnement global de ces femmes, en fait. Voilà, parce qu'au départ, on était une équipe composée d'une psychologue, une éducatrice psychosociale et une art-thérapeute, donc une toute petite équipe. On orientait parfois vers certaines structures, mais les femmes, parfois, elles se sentaient incomprises ou il y avait une rupture de parcours parce qu'il fallait réexpliquer son histoire. Voilà, donc très rapidement, je me suis dit, il faut repenser le dispositif autrement. Voilà. Et je vais vous dire comment on l'a pensé autrement. Alors, au départ, on avait nos actions ici et quelques mois après, on a démarré aussi les actions en Côte d'Ivoire parce que moi, je crois en une chose, c'est vraiment en créant des ponts entre les pays où les mutilations sexuelles existent qu'on va pouvoir aussi avancer de façon internationale. Question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a intégré l'année dernière la COP FGM, qui est le réseau international des structures qui luttent contre l'excision ou qui proposent des solutions, parce que la COP FGM permet vraiment de créer des ponts entre tous les pays du monde où les mutilations sexuelles féminines sont une réalité. Et ça permet aussi de partager les bonnes pratiques pour mieux accompagner les femmes, en fait. Voilà. Donc, depuis la création de la structure, on a obtenu donc le prix de l'initiative de la ville de Bordeaux en 2017. J'ai obtenu un Global Women Award à Washington dans la catégorie survivante activiste. Et l'année dernière, la médaille de la ville de Bordeaux pour les actions que je mène contre les mutilations et le mariage forcé.
Pour vous parler de nos partenaires en termes de partenariat, on est soutenu par la ville de Bordeaux, la direction régionale aux droits des femmes, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, la préfète de région et puis des fondations privées comme L'Oréal, la Fondation de France et des femmes. Et puis récemment, on a été approché par le ministère à l'égalité pour intégrer un comité de pilotage qui a démarré fin avril, parce que pour la première fois en France, il va y avoir des statistiques directes sur le territoire français. Jusqu'à présent, c'était indirect, c'est-à-dire qu'on se disait il y a tel nombre de Sénégalaises en France, on sait qu'il y a tel pourcentage de Sénégalaises excisées au Sénégal, donc on en déduit que en France, il y a tel nombre. Alors que là, pour la première fois, il y a une étude qui est en train d'être menée pour déterminer avec des centres de santé et d'autres structures pour déterminer combien de femmes réellement il y a sur le territoire français, en fait. Voilà. Donc, c'est en cours. De toute façon, on aura des occasions de communiquer là-dessus lorsque l'étude sera complètement terminée, mais ça, c'est en cours. Et puis, on a également intégré un autre dispositif qui est régional cette fois-ci. C'est l'Observatoire régional sur les violences en Nouvelle-Aquitaine, dont le lancement a été fait là, le mardi 18 mai, donc qui est dirigé par Johanna Dagorn, qui est sociologue et chercheuse et qui travaille beaucoup sur les questions de genre depuis plusieurs années déjà. En ce qui concerne notre structure et son fonctionnement, on a ouvert un institut régional parce que, comme je vous disais, j'ai pensé rapidement à une structure où on accompagne de façon globale les femmes. Donc, dans ce cadre-là, on a ouvert un institut donc, en septembre 2020, qui est un institut pluridisciplinaire où plusieurs professionnels sont réunis en un seul lieu pour apporter des solutions dans le cadre de la reconstruction des femmes. Mais on ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'on a trois grands axes d'action. Il y a l'information et la sensibilisation. Il va passer par des conférences, des expositions artistiques, des lectures théâtrales, des projections de films et des ateliers. On a aussi la prévention. Dans le cadre de la prévention, on fait de la formation des professionnels de santé. C'est Martine qui est en charge de cela. On fait aussi de la formation des étudiants, sages-femmes ou là, le 25, la semaine prochaine, on va à Angers pour former des étudiants en médecine. Donc, parfois, c'est Martine, parfois, on est toutes les deux parce que moi, j'interviens sur la partie contexte géographique, culturel et religieux et Martine sur la partie purement médicale. Et on forme aussi les professionnels de l'éducation nationale. On a démarré au début de cette année cette formation. Il est important de les former pour mieux prévenir et aussi pour permettre l'orientation et la prise en charge des victimes. Toujours dans le cadre de cette prévention et aussi de la sensibilisation, on est en train de travailler avec les médiateurs du PIMS, qui sont donc les médiateurs de Bordeaux Métropole Médiation, pour intervenir au cœur des quartiers dits prioritaires ou politiques, pour que dans ces quartiers, ces sujets soient abordés. C'est comme ça qu'on va pouvoir mieux prévenir aussi. Il faut être au plus près des populations. Et ça fait partie aussi de l'une des recommandations du Plan national contre les mutilations qui est sorti en juin 2019. Et le troisième axe d'action, c'est la prise en charge holistique. Et dans le cadre de cette prise en charge, il faut savoir que c'est gratuit. Il n'y a pas, on ne demande pas de carte vitale. Donc, même les femmes qui n'ont pas de couverture de santé y ont accès. Donc, parmi les 25 professionnels, il y a Martine qui est gynécologue, mais il y a aussi une sage-femme, une infirmière, des psychologues, une sexologue, une réflexologue, une ostéopathe, une prof de yoga et de sophrologie. Il y a aussi une socio-esthéticienne qui va travailler sur la revalorisation de l'image de soi, une danse-thérapeute, une art-thérapeute également, et on organise des groupes de parole. Donc, il y a tout un protocole qui est mis en place au départ avec un parcours de soins qui va passer par l'entretien d'accueil avec l'infirmière, par une évaluation psychologique et sexologique et aussi par une consultation gynécologique. Mais après, on propose un parcours qui est co-construit avec la femme parce que c'est sa reconstruction, pas la nôtre. On est là pour donner un coup de pouce, mais ce qu'on propose, il faut que ça convienne à la femme. Donc, elle a le choix. C'est pareil pour les ateliers qui seront proposés.
c'est vraiment la femme qui va choisir si elle les intègre ou non, et si elle les intègre, si c'est en collectif ou en individuel, ou les deux à la fois, ça arrive ça aussi. Voilà ce qui en est de notre structure. Maintenant, pour vous parler à proprement dit de l'excision, je vais commencer par vous définir ce qu'est l'excision. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Tac. Vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, l'excision, je vous donne la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont donc toutes les interventions qui vont entraîner une ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme ou toute autre lésion faite aux organes sexuels externes. Il y en a différents types dont Martine vous parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ça, c'est la dernière définition de l'OMS qu'on utilise pour définir les mutilations sexuelles féminines. Alors, donc, les types, Martine vous en parlera. Ici, donc, on a un schéma du clitoris que je ne vais pas détailler pareil parce que comme c'est Martine qui va vous définir les différents types d'excision, elle prendra le temps de vous expliquer quelle partie du clitoris est coupée selon le type d'excision. Ensuite, l'origine. On se demande toujours, mais d'où vient cette pratique et quand on parle d'excision, en général, les gens pensent à l'Afrique subsaharienne. Mais l'excision, à la base, elle n'est pas née du tout en Afrique subsaharienne. En tout cas, à ce jour, les recherches qui ont été faites par les chercheurs en sciences sociales, les traces les plus anciennes viennent de l'Égypte pharaonique. Donc, l'excision existerait depuis l'époque des pharaons. On a même retrouvé des momies qui étaient excisées, comme Néfertiti, par exemple, elle était excisée. Donc, elle est née en Égypte à l'époque des pharaons. À l'époque, c'est la haute société égyptienne qui excisait. Par la suite, les classes inférieures ont commencé à exciser pour pouvoir marier leurs filles à des hommes des classes supérieures. C'est comme ça que ça s'est répandu dans la société égyptienne. Maintenant, aujourd'hui, là où on n'a pas de réponse encore, on ne sait pas comment ça s'est répandu dans le monde. On sait que progressivement, ça s'est répandu dans le monde et que chaque population s'est appropriée cette pratique. C'est pour cela que selon les endroits du monde, ce ne sont pas les mêmes raisons qui sont invoquées pour justifier l'excision. Et même, je dirais, en fonction des ethnies, parce que c'est une question d'ethnie, on va y venir après. Mais il y a des pays où, par exemple, je prends notamment le cas de la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire, dans le nord, dans l'ouest, dans le centre et l'est, l'excision existe. Par contre, dans le sud, il n'y a pas d'excision. Et même dans le centre, il y a une partie du centre qui excise, l'autre partie que non. Donc, c'est vraiment une question d'ethnie, de groupe, de population. Alors, l'ère géographique, aujourd'hui, où est pratiquée l'excision? L'excision, pour faire simple, c'est pratiqué sur tous les continents, sauf en Antarctique. Voilà, c'est pratiqué partout, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça concerne 99 pays. Il y en a 29 qui sont africains, mais c'est 99 pays du monde. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a des pays d'Afrique. Donc, on a l'Égypte, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République centrafricaine, le Burkina, le Soudan et d'autres pays en Afrique de l'Est comme Djibouti, Kenya, l'Érythrée. Et après, on a aussi l'Asie, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Pakistan, l'Inde. Et vous avez aussi le Moyen-Orient, le Moyen et le Proche-Orient, l'Irak, le Yémen, le Sultanat d'Oman. Et d'ailleurs, l'Irak, ça fait à peine 3 ans qu'on sait qu'il y avait des excisions. Là-bas, on ne savait pas. Et en Irak, notamment, ce sont les Kurdes qui excisent. Ensuite, vous avez des pays d'Europe. En Europe, c'est vrai que, en général, c'est la diaspora. Mais il faut savoir qu'en Russie, ce n'est pas que la diaspora, il y a des peuples autochtones de Russie en Tchétchénie qui pratiquent l'excision, sont des blonds aux yeux bleus, qui pratiquent l'excision. Et selon un dernier rapport qui est sorti, il y aurait près de 1500 petites filles excisées tous les ans dans cette zone de la Russie. Et ensuite, il faut savoir qu'en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, donc notamment en France, l'excision existait jusque dans les années 50. C'est-à-dire que
dans ces endroits-là, on excisait dans le milieu médical. Donc, ce n'était pas des excisions traditionnelles comme on peut retrouver souvent dans le monde. C'était des excisions médicales. On excisait des femmes qui étaient, qu'on estimait être hystériques, des femmes qui étaient mélancoliques, des femmes qui se masturbaient, des femmes qui avaient l'épilepsie ou certaines maladies mentales. On les excisait médicalement, c'était légal, jusque dans les années 50. Ensuite, en Amérique du Nord, c'est pareil, ce sont des diasporas, donc le Canada et les États-Unis. Et en Amérique du Sud, ce ne sont pas des diasporas, ce sont des peuples de la Colombie, du Pérou et du Venezuela qui pratiquent l'excision aussi. Et là, comme il n'y a pas eu de statistiques, pour l'instant, on n'a pas de chiffres clairs sur combien de femmes sont excisées dans cet endroit du monde. Et en Océanie, et notamment en Australie, l'excision existe aussi. Donc, c'est vraiment un fléau mondial qui concerne toutes les femmes du monde, et j'irai même au-delà, parce que, comme je dis, là, on parle d'excision physique, mais il y a cette excision mentale dont toutes les femmes du monde sont victimes. Et ce que j'appelle excision mentale, ce sont toutes ces injonctions extérieures qui viennent empêcher les femmes de déployer leur potentiel, qui viennent les empêcher de disposer de leur existence et de faire des choix de vie qui leur conviennent, parce que on va mettre telle ou telle barrière, même de façon insidieuse. Hein. J'en ai parlé pendant 15 jours en Afrique parce que je sensibilise contre l'excision physique, mais je sensibilise aussi les femmes dans une démarche de développement de leur pouvoir d'agir, parce que quand on éduque des filles pour devenir des bonnes femmes au foyer ou des bonnes filles qui seront capables d'appliquer à la lettre la tradition, quitte à se perdre en chemin. Quand je dis se perdre en chemin, c'est ne pas s'écouter, ne pas écouter son cœur et être juste dans l'application d'une tradition. Ben, on vit à côté de sa vie, on vit une vie par procuration. Et je crois en une chose, c'est que on peut respecter les traditions en étant soi-même. Et comme j'ai dit aux jeunes, quand je vais là-bas ou même dans les populations, aujourd'hui, si je viens vous parler de violences faites aux femmes, c'est pas vous demander de vous renier. Au contraire, je trouve qu'on a de belles valeurs. Si on veut les valoriser, il faut arrêter les mutilations sexuelles et les mariages forcés. Alors, donc, là, c'est donc la carte mondiale des mutilations sexuelles féminines avec des pourcentages selon les lieux du monde. Donc, on voit que vraiment, il y a des endroits où il y a des taux qui sont bas, mais le rêve, ça serait d'arriver à un taux zéro partout, quoi. Ça, c'est clair et net. Il y a pas, ça prendra, comme je dis, ça prendra le temps que ça prendra, mais on y croit. Parce que celui qui n'y croit pas, qui laisse les autres agir, comme je dis, parce que il y a des choses qui ont existé avant, qui ont disparu. Donc, il faut rabâcher, quitte à agacer les gens, c'est pas grave. C'est en rabâchant qu'on va y arriver. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur les mutilations sexuelles féminines, donc il y a plus de 200 millions de femmes excisées dans le monde selon l'UNICEF. Plus de 500 000 en Europe. En France, la dernière étude qui a été faite en 2019 par le bulletin épidémiologique hebdomadaire a dénombré donc 125 000 femmes excisées sur le territoire français, donc qui vivent en France. Elles n'ont pas été forcément excisées en France. Il y a celles qui sont nées en France qui ont été excisées pendant les vacances scolaires, celles qui ont été excisées dans leur pays avant de venir en France et celles qui ont également été excisées en France. Voilà, nous, à l'Institut, on a quelques femmes comme ça nées en France et excisées en France. Ça existe, malheureusement. Et donc, il faut savoir que toutes les minutes, 6 petites filles sont excisées dans le monde. Et tous les ans, en plus de 200 millions, il y a un risque que 3 millions de petites filles supplémentaires soient excisées. Et on est dans une période qui est mauvaise pour l'excision et la précarité, puisqu'on voit que les gens qui étaient dans des situations précaires à cause de la Covid, ça s'est aggravé. L'excision, c'est pareil. Parce qu'à cause de la fermeture des écoles, des petites filles ont été excisées en masse dans le monde et parfois même mariées dans la foulée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des traditions où on ne conçoit pas que les jeunes filles soient sans occupation et qu'elles traînent dans les rues. Donc, la seule façon de sauver l'honneur de la famille, il faut les marier. Qu'elles aient l'âge ou non, on les marie, comme ça évitera qu'elles soient violées ou qu'elles couchent avec quelqu'un, qu'elles perdent sa virginité avant le mariage. Ça évitera qu'elles tombent enceintes et qu'elles créent le déshonneur de la famille. Donc, beaucoup de jeunes filles ont été excisées, mariées dans la foulée. Et d'ailleurs, au niveau de l'ONU, il disait qu'il y aurait, parce que les effets, on ne va pas les voir tout de suite, mais il disait que dans quelques années, il y aurait probablement 4 millions de filles supplémentaires excisées du fait de la COVID-19. Parce qu'en plein confinement, il y avait des articles qui circulaient dans des pays comme la Somalie où les femmes faisaient du porte-à-porte pour exciser les petites filles, parce que les écoles étaient fermées.
puisque en général, elles sont excisées quand il n'y a pas école, parce qu'elles ont le temps de cicatriser avant de retourner à l'école. C'est pour ça qu'en général, ça se fait pendant les vacances scolaires. Et comme on a été confinés, ben, ça a été une période pour exciser en masse. Ensuite, pour terminer sur les chiffres, il faut savoir que parmi les filles des 125 000 femmes excisées qui vivent en France, sur 10 qui partent l'été en Afrique, 3 risquent de revenir excisées. Là, ce sont des chiffres sur l'Afrique parce que l'Afrique, il y a souvent eu des chiffres sur l'excision. On n'a pas les chiffres sur les autres pays parce que tous les pays ne font pas de statistiques. Donc, on ne sait pas les pays ou les autres continents, je veux dire. En ce qui concerne la loi, c'est puni par la loi dans beaucoup de pays. Hein. Dans énormément de pays, l'excision est punie par la loi. En France, c'est puni, ça va jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende. Ça a été aussi au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Ça fait partie des actes qui sont répréhensibles au niveau de la loi. Là, vous avez à gauche, vous avez vu un exemple de couteau qui est utilisé. Ça, c'est une femme qu'on accompagne depuis 3 mois et qui vient de la Guinée, qui a fui son pays. Elle-même, elle a été excisée, elle luttait contre l'excision, elle a eu des menaces de mort, elle a été emprisonnée plusieurs fois à cause de sa lutte contre l'excision. Donc, maintenant, elle vit en France et en partant, elle a ramené des couteaux parce que dans sa lutte, elle avait réussi à rentrer en contact avec des exciseuses et à récupérer des couteaux parce qu'elle voulait vraiment faire des actions de dépôt de couteaux, comme on dit. Déposer le couteau, c'est arrêter d'exciser. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ce n'est pas anesthésié. Et même si ça l'était, de toute façon, personne n'a le droit d'amputer une autre personne, tout simplement. Malheureusement, il y a des pays où c'est encore d'actualité d'une manière légale, je veux dire. Il y a plein de pays où ça existe encore, mais il y a des pays où c'est carrément légal d'exciser les petites filles aujourd'hui. On sait qu'il y a des pays comme le Soudan qui ont légiféré en 2020, en juillet 2020, et depuis cette époque-là, c'est interdit là-bas. Mais il y a encore 7 pays du monde où l'excision est totalement normale. Donc, c'est l'Irak, le Libéria, le Mali, l'Ouganda, la Sierra Leone et la Somalie. D'ailleurs, le Mali, il y a un groupe de femmes qui a porté plainte contre l'État malien parce que l'excision est toujours valable et ça date d'il y a quelques temps. Donc, on va voir ce que ça va donner, ça. C'est vrai que j'en profite pour parler des lois. Je pense qu'il n'y a pas un seul facteur ou une seule décision qui va permettre d'arrêter l'excision. Il n'y a pas une seule personne non plus. C'est vraiment un ensemble de forces réunies, un ensemble d'actions réunies. Les lois ne permettront jamais d'arrêter l'excision, mais elles posent un cadre, en fait. Les lois posent un cadre sur lequel des organisations peuvent se baser pour agir. Elles posent un cadre aussi pour que on puisse se référer à ça à un moment donné pour prendre des décisions quand des personnes enfreignent la loi. Mais s'il n'y a pas d'autres actions qui sont mises en place, on en sera au même point. Je dis ça parce que à chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire rencontrer les jeunes, aller dans les communautés, en fait, je me rends compte que l'excision n'est plus pratiquée de la même manière qu'à mon époque. À mon époque, il y avait des cérémonies qui étaient faites au-dessus de tous parce que c'était légal. Ben, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on réveille les gamines à 5 heures du matin pour aller les exciser, ni vu ni connu. Voilà ce qui se passe. Donc, la loi effraie les gens, on se cache pour le faire. Donc, il faut activer d'autres leviers pour que la loi soit efficace. Alors, pourquoi de telles pratiques? Là, il y a différentes raisons qui justifient les mutilations sexuelles féminines. Je vais revenir à la normale, sauf si ça vous va, l'idée des PowerPoint. Je ne sais pas si certaines font des photos. Ça vous préférez les PowerPoint ou non? C'est bien. Ok, ben d'accord. Très bien. Donc, du coup, au niveau des raisons qui justifient les mutilations sexuelles féminines, il y a plusieurs raisons et qui vont être liées aux ethnies, qui vont être liées à des zones géographiques. La première raison, ça va être la tradition. Les ancêtres l'ont fait, on continue à le faire, c'est une tradition, on respecte la tradition. Et les traditions sont tellement ancrées qu'on ne se pose plus de questions, on ne se demande plus si ce que l'on fait est bien ou non. Voilà, on répète un acte tout simplement. Moi, je le vois quand je vais sur le terrain, que j'échange avec des populations ou même avec des exciseuses. On les amène à se poser des questions qu'elles ne se sont jamais posées. Pour elles, c'est quelque chose c'est devenu machinal en fait.
c'est devenu systématique. Donc, par le questionnement, il faut amener à réfléchir. On n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour juger, il ne faut surtout pas juger, ce sont des traditions avant tout. Donc, pour créer un lien de confiance, il faut être dans la collaboration, dans l'accompagnement et amener à réfléchir. Et ce sont les gens eux-mêmes qui vont identifier ce qui ne va pas avec pour que ce soit efficace en fait. Ensuite, vous avez les normes sociétales. Vous avez, il faut savoir, des normes qui sont tellement ancrées que l'excision va être un facteur d'intégration sociale ou de désintégration sociale. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas excisée, parfois, elle est mise à l'écart dans la société. Moi, j'ai déjà rencontré une jeune fille, c'était en 2018, qui me dit, c'est moi qui ai demandé à être excisée parce qu'elle a demandé à être excisée, elle avait 17 ans, hein, parce que comme je n'étais pas excisée, au village, personne ne voulait m'adresser la parole, personne ne voulait aller au marigot avec moi. Eh bien, pour être comme tout le monde, j'ai demandé à être excisée. Donc, c'est une norme sociale qui est bien assise et à un tel point qu'il est inutile d'arriver dans un endroit et dire à une famille isolée d'arrêter l'excision parce que si elle l'arrête, elle sera exclue. Il faut embarquer tout le monde dans un vrai processus d'abandon de l'excision avec un vrai projet qui les met, eux, leur bien-être et leur société au cœur du projet, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi des sociétés qui pensent que l'excision favorise la fécondité. Et donc, ils vont croire qu'en excisant les femmes, ça va leur permettre d'avoir facilement des enfants. Alors que c'est l'inverse. Martine, elle aura l'occasion de vous le dire. Et vous avez des personnes qui vont utiliser la religion. Ça, ce n'est pas vrai parce qu'aucune religion ne demande d'exciser. Il n'y a aucun texte religieux qui dit qu'il faut exciser les filles. Donc, ceux qui utilisent la religion, c'est pareil, c'est un prétexte. Et puis, vous allez avoir le côté esthétique. Vous avez des endroits où ils pensent qu'un sexe excisé est plus beau qu'un sexe non excisé. Et des endroits où ils vont trouver qu'une femme excisée est plus propre et pure, en fait. Donc, ils vont l'exciser pour la purifier. Ils vont l'exciser pour en faire une vraie femme. Ils vont l'exciser pour en faire une femme digne d'être mariée. Et d'ailleurs, dans ces communautés, une femme qui n'est pas excisée, les hommes n'en voudront pas. Une femme qui n'est pas excisée, quand elle cuisine, personne ne voudra manger sa nourriture et personne ne voudra jouer avec son enfant. Moi, ça me fait penser à l'histoire d'une femme de la Casamance qu'on a reçue et qui est partie parce qu'elle n'était pas excisée et elle a accouché. Il y a une matrone qui est venue à la nettoyer et en la nettoyant, elle s'est aperçue que le clitoris était là. Elle l'a dit à la belle famille. C'est devenu un gros conflit familial. La belle famille qui accusait sa famille d'être une famille de menteurs parce qu'ils n'ont jamais dit que leur fille n'était pas excisée. Et la jeune fille, c'est devenu un calvaire parce que quand elle cuisinait, personne ne voulait manger sa nourriture. Mais c'est surtout que tout le monde a commencé à la battre dans cette famille. Son bébé, il était mis à l'écart. Elle a dû s'enfuir à 22 ans toute seule avec son gamin, prendre la route migratoire pour venir en France. Donc, c'est très ancré, ça aussi, malheureusement. Après, vous avez les croyances, c'est-à-dire que pas plus tard que la semaine dernière en Côte d'Ivoire, j'ai fait un focus group dans un quartier et une jeune fille qui me dit « Je suis tombée enceinte, ma belle famille a voulu me couper le clitoris pour faciliter mon accouchement. Comme j'ai refusé, on m'a mise à l'écart. » Donc, heureusement qu'elle a été soutenue par son mari. Donc, c'est une croyance. Et je lui dis, mais j'avais une idée, hein, mais j'ai dit, mais pourquoi ta belle famille, tu tombes enceinte, on veut te couper le clitoris? Elle me dit, mais parce qu'ils ont dit, s'ils ne coupent pas, pendant l'accouchement, mon clitoris va tuer le bébé. Ce sont des croyances. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Il y a des peuples, par exemple, au Mali, où ils pensent que le clitoris, pendant les rapports sexuels, va blesser l'homme ou pendant l'accouchement, va blesser l'enfant. Et là, dans le cas de cette jeune femme, c'est carrément, ils pensaient que ça allait tuer le bébé. Et puis, vous avez aussi le problème, il y a un côté identitaire d'appartenance culturelle qu'on va trouver notamment chez des peuples qui sont en situation de migration, c'est-à-dire qui vont quitter leur pays d'origine, leur région d'origine. Pour eux, exciser les filles, c'est créer un lien entre ces filles et leur culture d'origine parce que c'est un élément identitaire fort chez ces personnes-là. Et d'ailleurs, ça peut être des personnes difficiles à convaincre d'abandonner l'excision parce qu'elles se disent, mince, si j'arrête ça, je me perds. Si j'arrête ça, je serai aliénée.
Donc, tout le travail qui doit être fait, justement, c'est amener à réfléchir, que les gens comprennent qu'ils peuvent garder leur identité, ils peuvent garder leur identité en arrêtant l'excision. Arrêter, c'est pas s'abandonner, quoi. Et c'est ce que je dis souvent, même aux jeunes, quand je vais en Côte d'Ivoire. Je dis aujourd'hui, je suis franco-ivoirienne, j'adore la France, j'adore la Côte d'Ivoire, j'adore l'Afrique, mon africanité, elle est en moi, ça, il n'y a rien à dire. Et lutter l'excision, c'est pas mettre en cause le fait que je sois aussi africaine, ça c'est clair, au contraire. Donc, c'est travailler sur ça aussi, que les gens puissent garder leur identité sans se dire que c'est une forme de colonisation ou c'est une bounty qui est blanche à l'intérieur qui vient me donner des leçons, mais essayer d'amener à réfléchir et par le questionnement. Je le vois quand je vais dans des écoles, que des garçons se lèvent et me disent « Oh non, mais madame, il faut exciser, hein, sinon elles seront excitées et c'est pas bien. » En leur posant des questions, après, demain, ils disent « Ah, vous avez raison. » J'ai dit « Je ne cherche pas à avoir raison, moi je vous fais réfléchir. Vous avez entendu un discours toute votre vie, aujourd'hui c'est l'occasion pour qu'on échange. » Et dans l'échange, ils s'aperçoivent qu'en fait, ça ne tient pas debout et que les jeunes filles ont les mêmes droits qu'eux, en fait. Et c'est simplement que c'est des questions qui ne se sont pas posées avant, tout simplement. Alors, les conséquences, Martine va vous... et moi, je vais clôturer du coup sur les solutions. Pour moi, les solutions, c'est quoi? Informer et prévenir sans cesse. Éduquer filles comme garçons. C'est comme ça qu'on va avancer là-dessus. Filles comme garçons, hommes comme femmes. Parce que les hommes, on ne peut pas les mettre à l'écart. Là, c'est un combat avec les hommes, ce n'est pas contre eux. On ne va pas y arriver s'il n'y a pas les hommes embarqués. Et pour parler de l'excision purement dure, si à un moment donné, les hommes arrêtent de réclamer des femmes excisées dans les communautés, il n'y aura plus d'excision. Ça, c'est clair et net. Parce que si les mères le font, aucune mère n'excise sa fille pour lui faire du mal. Quand il y a des jeunes filles qui viennent me voir, qui sont dans la colère, qui en veulent à leur mère, leur grand-mère, qui les détestent, je leur dis, je vous comprends, je suis passée par là. Cette colère, c'est normal. Ce sentiment d'injustice, il y a une jeune femme qui, lors d'un entretien là, récemment, m'a dit, je veux récupérer ce qu'on m'a volé injustement. Voilà, c'est normal qu'elles le vivent comme ça. C'est une étape à passer pour se reconstruire. On ne peut pas y échapper. Mais comme je leur dis, aucune mère ne vous fait ça pour vous faire du mal. Il y a des mères qui l'ont fait sous la contrainte parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce que sinon le mari les jetait dehors, parce que sinon la belle famille les rejetait et quand la belle famille rejette, de toute façon le mari il suit derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est arriver aussi à éduquer hommes comme femmes, parce que les mères qui font ça, les grand-mères qui font ça, les tantes qui font ça, c'est pour donner un avenir à leurs filles, parce qu'elles n'auront pas d'avenir tant qu'elles ne sont pas mariées, et tant qu'elles ne sont pas mariées avant l'âge de 25 ans, parce qu'après, il y a la date de péremption qui démarre. Voilà. Après, il faut signaler. Signaler, ça permet de protéger les enfants. Signaler, ça permet de protéger celles qui ont des menaces. Il faut reconvertir les exciseuses aussi, parce que c'est un métier à part entière pour elles. Moi, j'ai rencontré une exciseuse il y a 2 ans, elle m'a dit, hein, moi, je vais bien arrêter, mais qu'on me dise de quoi je vis grâce à ça. Et ce n'est pas tout. Elles ont des honneurs grâce à ça. Elles gagnent de l'argent grâce à ça. On les considère comme celles qui font des petites filles, de vraies femmes, des femmes dignes d'être mariées, d'où l'importance d'intégrer le fait de proposer un autre métier à ces exciseuses. Et dans ce cadre-là, on verra dans l'avenir ce qu'on peut mettre en place avec Sages-Femmes sans frontières parce qu'on est partenaires, mais elles ont réussi quelque chose de formidable au Bénin. Elles ont réussi à faire abandonner l'excision dans tout un village. Elles sont arrivées, elles ont créé le dialogue avec le village, elles sont revenues plusieurs fois parce que, comme je dis souvent, abandonner l'excision, ce n'est pas un one-shot en langage commercial, c'est-à-dire on ne vient pas et boum, en une fois, le problème est réglé. Ce n'est pas vrai. C'est créer du lien avec les gens. Au départ, ça se trouve, on ne va pas pouvoir entrer dans le fond des choses, mais on va établir un lien au départ. Revenir, apprendre à les connaître, comprendre ce dont ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'on évolue avec eux. Et Sages-Femmes sans frontières, à travers ces différentes interventions, a compris qu'il n'y avait pas de centre de santé. Il était très loin, le centre de santé. Ils ont créé un dispensaire dans le village. Ils ont créé un jardin solidaire. Ben, le village a abandonné. Aujourd'hui, tout le monde, ça fait plus de 4 ans maintenant que l'excision a arrêté là-bas. Il y a un suivi qui est fait. Elles continuent à y aller et ça marche très bien. Le village a été embarqué. Les exciseuses, elles sont devenues des relais de santé. Elles participent aux accouchements. Elles ont un salaire et elles gardent une place importante dans la vie des familles. Ensuite, il faut favoriser l'émancipation économique des femmes. Parce que tant que les femmes seront dépendantes des hommes et de la société, ben, elles continueront à subir des pressions qui font qu'elles sont obligées de céder à certaines normes sociétales. Mais c'est surtout que
pour s'affranchir des violences et être maîtresse de sa vie, il faut être émancipé économiquement et il faut que ça passe par là aussi. Il faut qu'on éduque autrement aussi les filles. On ne peut pas éduquer les filles juste pour devenir de bonnes épouses et de bonnes filles de famille qui sont capables de respecter les normes imposées par la famille. Et l'une des dernières solutions pour les survivantes qui vivent avec des conséquences dramatiques, c'est reconstruire. Et reconstruire, c'est global, c'est-à-dire psychologiquement, sexologiquement, intégré socialement et professionnellement. Et après, s'il y a chirurgie, ça vient en complément d'un accompagnement global. Parce que la chirurgie toute seule, ce n'est pas la panacée. Ça peut même créer un effet inverse parce que c'est un endroit du corps qui a été blessé. Si c'est fait sans accompagnement, ça peut réveiller le traumatisme de l'excision. Donc, il faut quelque chose de global et quand c'est nécessaire, parce que toutes les femmes excisées n'ont pas besoin de la chirurgie. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'excision aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, s'il y a des questions, je ne sais pas comment c'est organisé, mais vous me direz si les questions viennent après l'intervention de Martine. Merci. Oui, je pense qu'on peut enchaîner et puis on posera les questions en suivant peut-être. Ça marche. Alors, j'arrête mon partage. Martine, tu es là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que tu dois quitter l'écran là Oui, il faut que j'arrête mon partage. J'essaie de trouver une solution. Ah oui, c'est là. Arrêtez de partager. Voilà. Ok. Alors, c'est à mon tour là. Voilà. Est-ce que vous voyez le diaporama là? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. On le voit. Alors, les mutilations sexuelles féminines. Alors, dans quel pays? Bon, je ne vais pas vous redire. Marie-Claire nous a parlé des pays touchés. Alors, en fait, en France, c'est vraiment sous-diagnostiqué. Mais pourquoi? En fait, il y a un défaut ou une absence de formation des professionnels de santé. Je me suis rendu compte quelques années avant ma retraite, grâce à la conférence de Marie-Claire, je connaissais les mutilations, mais on avait l'impression qu'on n'en voyait pas et en fait, il faut les rechercher. Et également parce que, bien sûr, comme Marie-Claire nous en a parlé, il y a un silence des familles complet autour de ça. On n'en parle pas. Les petites filles qui sont excisées n'en parlent pas dans leur famille, n'en parlent pas à leur mère. C'est un sujet vraiment tabou. C'est donc une pratique socioculturelle, c'est une tradition et bien d'autres facteurs également. Ça se passe en Indonésie, comme on le voit sur la photo. Et ça se passe à différents âges de la vie, ce qui est important pour les conséquences après psychologiques et physiques. Dès la naissance, ça peut être un rituel, mais aussi plus âgé. Les petites filles sont à 6 ans, 7 ans, 8 ans, même plus tard, à 16 ans, elles peuvent être excisées, même adultes. Donc, on se souvient, à partir de 4 ans, 5 ans, la mémoire est vivante pour ces filles, mais toujours, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, à quel âge? Avant 3 ans, les enfants n'ont pas de souvenirs concrets. C'est un traumatisme qui s'ancre dans la mémoire. Mais souvent, ces enfants, enfin, qui deviennent des adultes, ont des souvenirs de peur, des angoisses. Ils ne peuvent gérer leurs émotions tout seuls, toutes seules. Après 3 ans, donc ça a vraiment des conséquences comme, bon, on peut faire un parallèle avec l'inceste, des choses qui ne se disent pas et qui ressortent de manière traumatique.
Après 3 ans, il y a aussi une amnésie traumatique. En fait, psychologiquement, il y a des mécanismes de dissociation. Également, ces petites filles ont l'impression de ne pas posséder leur corps, de perdre leur, n'ont pas d'identité. Et ce qui est dramatique, c'est que ça va faciliter des maltraitances ultérieures. Alors, ces personnes peuvent se plaindre de douleurs spontanées ou provoquer des organes génitaux externes, des douleurs pelviennes chroniques. Ça peut être psychologique, physique ou psychologique. Elles peuvent avoir aussi des infections vaginales ou urinaires récurrentes en fonction du stade, du type que l'on va voir, du type d'excision, mais également des douleurs au rapport sexuel qui peuvent être très douloureux, elles peuvent être indifférentes à tout rapport sexuel, avoir des rapports très désagréables, à peine supportables. Mais aussi, il y a des flashbacks, il peut y avoir des flashbacks au moment de l'accouchement, des craintes au moment de l'accouchement. Et en fait, sur le plan médical, que ce soit sage-femme, médecin, il faut également regarder en premier ces personnes si elles ont des cicatrices sur le corps, parce que lorsque ces actes sont pratiqués, les petites filles peuvent se débattre et peuvent avoir d'autres blessures, mais aussi des blessures dues à des traumatismes ultérieurs, d'autres violences qui se rajoutent dans leur vie. Alors, ces personnes, quand on les examine, des fois, on ne suspecte pas. On est alerté il faut être alerté en leur demandant de quel pays elles viennent. Hein. Et en fonction de ça, on sait quel est le pourcentage d'excision dans ces pays. Et parfois, on ne le suspecte pas et elles ont des réticences parfois pour se faire examiner. Voilà, bon, c'est une photo donc de la vulve avec le clitoris, le prépuce. Je vous décris bien la zone parce que vous allez voir que toutes ces zones peuvent être coupées, on peut dire coupées, les petites lèvres, les grandes lèvres. En fin de compte, ce qui apparaît au niveau du clitoris, c'est juste cette zone-là qui apparaît et tout le reste, donc bien sûr, est sous la peau, mais le clitoris a tout ce volume-là. Il entoure le vagin. Hein. Donc, le clitoris est formé du gland, c'est ce qui apparaît et ce qui est généralement coupé. Ensuite, il y a le prépuce qui l'entoure, c'est cette petite peau qui recouvre le gland. Ensuite, le corps du clitoris et ensuite les piliers du clitoris. Il y a également les bulbes vestibulaires. Donc, vous voyez, quand le clitoris est coupé, il reste quand même toute cette zone. Sur le plan chirurgical, ça peut être réparé. Le clitoris a disparu, mais on peut refaire sortir cette zone-là. Ce corps du clitoris, c'est le principe de la réparation chirurgicale. Voilà encore un schéma. Hein, le gland, le prépuce, les piliers. Alors, les piliers du clitoris, c'est l'équivalent du corps caverneux, c'est l'homologue de la verge chez l'homme. Hein. Quant au bulbe vestibulaire, c'est l'équivalent du corps spongieux chez l'homme. Donc, vous voyez, la vulve, le méa urinaire et le clitoris, qui est quand même volumineux. Alors, voilà les différents types d'excisions qui peuvent être réalisées. Le type 1, alors c'est en vert ce qui est excisé. Hein. Je vous montre en vert, vous verrez la partie qui est coupée. Donc là, on enlève le prépuce, le clitoris, c'est le type 1. Type 2, on enlève le prépuce, le clitoris, les petites lèvres. Type 2 encore, on peut enlever toutes les petites lèvres. Et type 3, c'est en recours, si vous voulez, il y a les petites lèvres, les grandes lèvres sont recousues et ne laissent qu'un petit orifice qui gêne les rapports sexuels et bien sûr qui gênera pour l'accouchement. Voilà un autre type 3 qui est plus important. Alors, ces types 1 et 2, c'est surtout en Afrique de l'Ouest, Mali, Côte d'Ivoire. Et là,
de l'Ouest, oui. Et en Afrique de l'Est, au Soudan, Érythrée, c'est le type 3, plus important. Alors, il y a bien sûr une définition de l'OMS. Comme je viens de vous dire, type 1, c'est l'ablation partielle ou totale du clitoris, le gland et ou le prépuce. Le type 2, ablation partielle ou ablation partielle ou totale du clitoris, le gland et les petites lèvres, ou sans excision ou avec excision des grandes lèvres. Ensuite, un petit sous-groupe, je ne vais pas vous le détailler. Le type 3, c'est donc ce que je vous ai montré, le rétrécissement de l'orifice vaginal où est recousu, les petites lèvres sont recousues et les grandes lèvres. Parfois, le clitoris est dessous, n'a pas été coupé. Et le type 4, alors il y a tout un tas de gestes aussi qui font partie des mutilations sexuelles, c'est-à-dire des scarifications, des percements, des étirements des petites lèvres, des brûlures vulvaires ou vaginales. Voilà un petit schéma qui vous détaille un petit peu comment on enlève donc le clitoris. Là, il n'est plus. Et les petites lèvres. Alors là, vous voyez, ça laisse libre quand même la vulve. Alors, je vous montre quelques photos là. Là, vous voyez, on ne reconnaît plus. Là, c'est une cicatrice. On ne voit plus le clitoris. Ça, c'est un bourgeon cicatriciel. Les lèvres, on les voit à peine. Là, vous voyez, on ne voit plus rien. C'est une cicatrice. Il n'y a plus de clitoris. Pareil ici. Ici, c'est des bourgeons cicatriciels, des cicatrices kéloïdes, des cicatrices fibreuses. Parfois, c'est quand même très difficile de le voir. C'est pour ça qu'on n'est pas habitué à faire ces diagnostics. Et ce qui est très ennuyé, je vais vous dire pourquoi par la suite. Là, vous voyez, on a l'impression que si on ne regarde pas bien, ça peut être normal, mais il manque le clitoris, il manque le prépuce, il manque une partie des petites lèvres. Là, c'est une cicatrice, il n'y a plus de clitoris non plus. Et là, il n'y a plus de clitoris, les petites lèvres ont été sectionnées. L'infibulation, c'est quand il y a fermeture donc quasi complète de la vulve. Donc, on coupe de la même manière et après, on recoue. Et bien sûr, tout ça, en général, ça se fait au village. Sauf en Égypte, paraît-il que maintenant, ça se fait en hospitalisation. Ce qui est dramatique parce que voilà, ça s'est régularisé en hospitalisation, mais sinon ça se fait au village sans aucune hygiène, d'où les risques de tétanos, de complications infectieuses. Voilà une cicatrice où on voit, vous voyez, tout ça c'est fermé, ça a bien cicatrisé, ça c'est juste l'orifice vaginal. Cette patiente, elle ne pourra jamais accoucher par les voies naturelles si on ne l'opère pas, et elle ne peut pas avoir de rapport sexuel. Là, vous voyez une cicatrice tout le long, jusque-là, donc c'est fermé, et là, la vulve ici, là. Là, c'est une couture. Alors, comme je vous disais, en général, les types d'excision, en France, on trouve surtout 80% de type 2, et ces types, justement, peuvent passer inaperçus si on ne va pas les rechercher. 20% sont de type 3. Là, on va s'en rendre compte parce qu'on ne peut pas examiner les patientes et il faut faire une intervention pour qu'elles accouchent par les voies naturelles ou faire une césarienne. Alors, les conséquences médicales. Ces petites filles qui sont excisées dans le village. Ok, allez, bisous, bisous, bisous. Donc, ces petites filles qui sont excisées dans les villages peuvent mourir d'hémorragie. Vraiment, c'est surprenant depuis que je consulte ces personnes-là, ces migrantes qui ont été excisées, et c'est très, très souvent qu'elles décrivent une sœur qui est décédée, une de leurs filles, c'est vraiment c'est très fréquent. Les infections secondaires, comme je vous disais, c'est les infections de voisinage parce que ce n'est pas fait de manière avec une asepsie, le tétanos, le sida. Les septicémies aussi, parce que quand, par exemple, c'est une infibulation, c'est le vagin est fermé,
Les règles restent à l'intérieur du vagin et ça s'infecte. Les règles ne peuvent pas s'écouler. Les urines également peuvent mal s'écouler, ça provoque des infections urinaires. Elles ont des douleurs spontanées ou provoquées et des lésions des organes de voisinage quand l'urètre, enfin l'orifice urinaire a été coupé. Les conséquences psychologiques, c'est pour ça aussi on peut diagnostiquer les conséquences physiques plus souvent, mais les conséquences psychologiques, si on n'a pas recherché cet antécédent chez la patiente, ça peut être dramatique parce qu'elles ont des troubles de stress post-traumatique. Elles vont revivre dans la journée ou la nuit leur traumatisme ou avoir des angoisses qu'elles ne vont pas s'expliquer. Ça peut se transformer en addiction d'alcool, de drogue. Ensuite, elles ont des états dissociatifs, détachement, absence d'affect, comme tout traumatisé. Mais aussi, c'est des dépressions, des comportements suicidaires, des replis sur soi, perte d'estime de soi, on leur a pris une partie de leur corps. Voilà. Et également des flashbacks durant la grossesse et l'accouchement. Alors ça, c'est vraiment important de le signaler, surtout quand on suit les patientes pendant la grossesse. D'abord, souvent, elles ne vont pas le dire, il faut poser la question. On va les examiner un peu difficilement, elles ne vont pas oser se mettre en position gynécologique parce que ça leur remémore la position qu'on leur a forcé à avoir quand elles étaient petites filles. Et au moment de l'accouchement, des fois, les sages-femmes, elles ne vont pas comprendre pourquoi cette patiente, elle est agitée, elle ne veut pas mettre les pieds sur les étriers, elle ne veut pas pousser, alors qu'elle a la péridurale, normalement, elle a pas mal, et elle s'agite énormément. Et si on sait qu'il y a eu ce traumatisme, c'est plus facile à comprendre et plus facile pour l'aider. Et là, je n'ai pas noté, mais ce qui est très important, c'est les dépressions après l'accouchement. Elles peuvent faire des dépressions dramatiques après l'accouchement également, parce qu'elles viennent de revivre une situation qu'elles ont des fois complètement oubliée de leur enfance. Alors, les conséquences gynécologiques, ça c'est quand c'est le type 2, juste quand il y a ablation on leur a enlevé une partie du clitoris et des petites lèvres, c'est des douleurs chroniques, des cicatrices sensibles, diminution des rapports sexuels, comme je vous ai dit, des dysménorrhées, des douleurs pelviennes. En fait, elles n'arrivent pas à définir, même si ce n'est pas sensible au niveau des organes sexuels, elles peuvent avoir des douleurs pelviennes inexpliquées. Quand on leur enlève aussi les petites lèvres, des fois, il y a eu un accolement des petites lèvres et ça fait comme si on les avait recousues. L'hématocolpose, c'est en fait le sang qui n'arrive pas à s'écouler normalement lorsqu'elles ont leurs règles, des infections génitales, voire des infertilités, parce que ces infections urinaires et ce sang qui n'arrive pas à s'écouler peut provoquer des infections génitales. Et bien sûr, sur le plan sexuel, comme je vous ai dit, des troubles du désir, absence d'orgasme, difficultés dans la vie de couple, une femme n'aura pas de plaisir, des pénétrations vaginales impossibles, les conséquences obstétricales, oui, toujours les mêmes choses, des infections urinaires à répétition, étant donné que le vagin est cicatriciel, elles vont avoir des infections beaucoup plus facilement. Donc, qui dit infection plus facilement, il y aura plus d'avortements tardifs, plus d'accouchements prématurés. Si on ne le sait pas, on ne va pas y faire attention. Si on sait qu'il y a eu une excision, on va peut-être faire des recherches d'infection, être très vigilant là-dessus. Et bien sûr, les réviviscences du traumatisme, comme je vous disais, lors de la position pour l'accouchement. Alors, lors du type 2, donc les excisions du clitoris des petites lèvres, c'est plutôt des déchirures antérieures vers le haut qui se font, qui se réparent, mais il faut être informé. Normalement, lors d'accouchement, ça se déchire plutôt vers le bas, naturellement. Mais là, comme il y a une cicatrice vers la partie supérieure, ça se déchire plutôt vers la partie du clitoris. Type 3. Alors là, les types 3, quand le vagin est fermé, des fois, elles sont enceintes, même sans pénétration, parce que les spermatozoïdes progressent dans le vagin sans qu'il y ait de pénétration.
il va falloir l'informer qu'il va falloir soit désinfibuler, c'est-à-dire couper, rouvrir cette cicatrice pour qu'elle puisse accoucher par les voies naturelles, soit avant l'accouchement, soit au moment de l'accouchement. C'est des informations qu'elles doivent avoir. Et certaines patientes, parfois, vont nous demander de les refermer, de refaire la couture, ce qui est strictement interdit en France, bien sûr. Et malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, la preuve que certaines sages-femmes ne sont pas informées, j'ai vu une patiente qui a été recousue. C'est une cicatrice dans la partie supérieure qui s'était déchirée normalement et elle a été recousue après son accouchement, ce qui est une faute. D'où l'information nécessaire à tous les professionnels de santé. Alors voilà ce qu'on fait quand c'est avant l'accouchement, quand c'est fermé, on pratique une incision. Excusez-moi, je vous montre des photos peut-être un peu choquantes, hein, médicales. Alors, ce qui est dramatique, c'est ces patientes qui vont accoucher au village. C'est-à-dire que si elles accouchent au village, hein, ce n'est pas médicalisé et leur périnée ne va pas pouvoir s'ouvrir. Elles vont se déchirer, l'accouchement va être très long, très long. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des fistules, c'est-à-dire que la tête du bébé va rester coincée très longtemps sans qu'elle puisse accoucher. Et ça va provoquer des fistules, c'est-à-dire des communications entre le vagin et l'appareil urinaire. Donc, plus tard, des incontinences urinaires, elles vont être exclues ainsi de la société. En conclusion, ce qui est important, vraiment, c'est de faire émerger la parole chez ces patients qui ne nous parlent pas, qui ne vont pas parler, qui n'ont pas l'habitude de dire ce qui leur est arrivé. Il faut lever la stigmatisation. Il faut les aider à gagner en estime d'elles-mêmes, les aider à obtenir du soutien. Type 2 passe très souvent inaperçu, je vous l'ai déjà dit. Et donc, l'accompagnement médico-psychosocial, voire la réparation chirurgicale est vraiment essentiel pour ces patientes. C'est à prendre en charge comme tous les psychotraumatismes d'autres origines. Les patientes qui ne vont pas en parler, il y a des patientes qui ne vont pas pouvoir en parler. Et justement, grâce à ces aides d'art-thérapie, de danse, d'écriture, de dessin, elles vont parler différemment. Si elles ne peuvent pas parler avec la psychologue. Ce qui est très important, bien sûr, c'est celles qui n'en parlent pas, qui ne veulent pas parler de leur excision. Il faut les informer que si elles ramènent leurs enfants au pays, leurs enfants risquent d'être excisés. C'est donc une protection de l'enfance. Et voilà donc le rôle des Orchidées Rouges qui informe, sensibilise, fait de la prévention et propose cet accompagnement psychologique, physique dans la reconstruction. Je me suis inspirée d'argumentaires scientifiques de l'HAS qui a fait un très important travail scientifique sur les excisions, avec des recommandations pour les consultations médicales. Voilà. Super, merci Martine. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à toi. J'espère que toutes ces photos ne vous ont pas trop effrayé. Ça donne une idée de la réalité, quoi. C'est quand même Oui. intéressant, même si effectivement c'est un peu dur quand on n'est pas habitué, mais, Oui. mais c'est voilà, en même temps, c'est très concret et c'est ce qu'ont vécu ces femmes-là. Est-ce qu'elles accouchent certaines par césarienne? Et oui, parce que oui, déjà, parfois psychologiquement, elles ne se sentent pas capables d'accoucher par les voies naturelles, hein, mais parfois, quand on voit que les conditions sont favorables et qu'elles sont prêtes, en tout cas, tous les types 1 et 2, elles peuvent accoucher par les voies naturelles. C'est-à-dire quand il y a juste excision du clitoris et des petites lèvres, elles peuvent accoucher tout à fait naturellement. Et c'est pour ça que ça passe inaperçu souvent, vous voyez, hein, et ce qui n'est pas bien pour la prise en charge psychologique. Hein. Et par contre, les types 3,
Voilà, donc comme je vous disais, elles sont opérées, on peut ouvrir au moment de l'accouchement ou avant, on les informe. Ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'elles veulent faire. Donc, des fois, elles n'acceptent pas la voix basse, elles ont tellement peur qu'on va leur proposer une césarienne. Enfin, c'est un accord patient collège médical. Il y a une chose que je voulais rajouter qui est importante dans les causes de l'excision que je n'ai pas dite, c'est le fait de vouloir garantir la virginité de la jeune fille jusqu'à son mariage et une fois mariée, être fidèle à son mari. Ouais. Voilà, je crois que je n'en ai pas parlé, mais c'est l'une des raisons qui revient souvent. Et comme j'ai dit souvent, quelles que soient les raisons invoquées, il y a quand même cette volonté de contrôler le corps et la sexualité des femmes et réaffirmer la domination masculine sur elles. Je ne l'ai pas dit, mais je reviens dessus parce que je sais que même dans les communautés, souvent, il y a des vieilles dames qui me disent ah, ben vous voyez là, il y a tel endroit, ils n'existent pas. C'est pour ça que les jeunes filles, elles sont frivoles, elles sont impolies, elles sont ceci. Je dis, ça n'a pas de lien. Pourquoi vous disiez qu'une jeune femme redemandait d'être recousue? Mais parce que c'est la tradition. Enfin, je pense que c'est la tradition. Elles sont cousues, elles trouvent ça normal. Elles trouvent que c'est leur normalité. On ouvre pour l'accouchement et vraiment, c'est une Éthiopienne il y a 4-5 ans là qu'on avait dû, on a coupé pour qu'elle puisse accoucher par les voies naturelles et après elle demandait d'être recousue parce que c'est leur normalité quoi. Mais Et voyez, c'est vrai, il y a des médecins qui m'ont dit aussi que parfois c'est le mari qui demande, qui met la pression au médecin pour qu'il recouse sa femme. Oui. Voilà, il y a des médecins qui me l'ont dit et qui refusaient. Et parfois, les maris n'étaient pas du tout contents qu'on ne repousse pas. Et les médecins leur disaient ben non, en France, c'est interdit, on ne peut pas le faire. Et après, il y a le fait que là, c'est dans un autre cadre, ce n'était pas dans le cadre d'un accouchement. J'avais fait un groupe de parole à Paris et j'avais rencontré une jeune femme infibulée qui avait été désinfibulée lors d'une opération chirurgicale de réparation de son excision. Elle a très mal vécu le fait d'avoir une vulve comme ça qu'elle ne connaissait pas et à un tel point qu'elle voulait être recousue. Elle, c'est vraiment la période post-opératoire était très compliquée pour elle parce qu'elle avait face à elle une vulve comme elle n'avait jamais eu avant. Elle a très mal vécu, donc elle demandait une réinfibulation et le médecin ne pouvait pas. Donc, il y a tout un travail psychologique qui était envisagé de mettre en place pour elle à Paris pour qu'elle se réapproprie ce corps et on en revient à cette même notion d'accompagnement global en cas de chirurgie. Bah oui, parce que ça ne faisait pas partie de son schéma corporel. Tout à fait. C'est ça, ce n'était pas dans son schéma corporel, donc il faut qu'elle elle intègre cette partie dans son schéma corporel pour pouvoir l'accepter. Est-ce qu'il y a des groupes de parole qui sont organisés des femmes qui ont déjà été, qui ont subi ces traitements-là? Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des groupes de parole, est-ce qu'elles peuvent se réunir entre elles pour essayer justement de se parler, d'échanger entre elles? C'est peut-être bien pour se reconstruire. Oui, on organise des groupes de parole et puis c'est l'occasion pour les femmes. L'avantage des groupes de parole mixtes, justement, c'est quand je dis mixte, c'est-à-dire que des femmes qui ont déjà été opérées, des femmes qui sont dans le parcours, des femmes qui démarrent, il y a un peu de tout. Et on se confronte aussi aux questions des autres, à leurs souffrances, mais aussi à leurs forces. C'est une vraie thérapie par les pairs, le groupe de parole. Moi, j'y crois. Oui, C'est super, les groupes de parole. Oui. Donc, pardon. oui, donc on en a 2 groupes de parole par mois. Très bien. Et votre association, est-ce qu'elle est connue assez loin? Parce qu'en fait, je suis kiné spécialisée en pelvipérinéologie et en douleurs pelviennes. Et c'est vrai qu'effectivement, dans ma patientèle, je n'ai aucune patiente excisée. Donc, c'est comment on peut les mettre au courant, comment on peut… parce que je trouve qu'ici, en tout cas, c'est pas… on n'en parle pas. Vous êtes où? Je suis à Albi. D'accord. Voilà, et c'est ces sûr que vous posez la question de quel pays elles viennent, comme Marie-Claire m'avait dit la première fois que je l'ai rencontrée. Vous posez la question de quel pays vous venez. Si c'est de Guinée, il y a 90% de chances qu'elle soit excisée.
Oui, mais de toute façon, lors de mon examen gynéco, effectivement, je peux l'observer puisque j'ai fait aussi un DU en statique pelvienne, donc il y a des choses quand même que j'ai vues. Oui. Mais effectivement, bon, pour l'instant, j'en ai pas dans ma patientèle, mais peut-être qu'elle ne se présente pas non plus de par, bien sûr, ce problème culturel où on n'a Bien pas. sûr, mais vous voyez, moi, je vous parle de mon expérience là. Ben, c'est 3 ans, là, je suis à la retraite, mais 3 ans avant de partir à la retraite, je me suis mise à rechercher parce que je n'avais jamais dépisté, sauf les infibulations, celles qui étaient cousues, quelques-unes, hein. Là, on s'en rendait compte. Mais les autres, ben, les dernières années, j'en dépistais à peu près une dizaine par an. D'accord. Voyez. Et j'étais dans une structure médicale, mes collègues étaient étonnés, mais ils avaient la même clientèle que moi, ils n'en dépistaient pas. Et quand on est un peu attentif, on les dépiste. Et c'est vraiment, je vous dis, tellement important sur le plan psychologique aussi, hein, pour ces femmes, quoi. Et peut-être de faire alors des conférences ou. Au-delà des conférences, si vous, par exemple, en consultation, il ne faut pas hésiter à poser la question. C'est vrai que de but en blanc, vous ne pouvez pas demander à la femme, êtes-vous excisée? Mais Non. partez simplement de son origine. Une femme qui vient du Sénégal, du Mali, de la Guinée ou d'un autre pays, hein. Après, en plus, il faut oublier les a priori. Parce que moi, maintenant, il y a des assistantes sociales, je leur ai dit, oubliez les a priori. Parce qu'elles me disaient, oui, on en parle souvent avec des femmes d'Afrique subsaharienne. J'ai dit non, parlez-en avec des femmes d'Afrique du Nord, d'ailleurs, on ne sait jamais. Parce que figurez-vous que j'ai fait une intervention auprès du CIDF l'année dernière et j'ai découvert que l'excision existait au Maroc et en Algérie alors qu'il n'y a aucun document de l'ONU ou de l'UNICEF qui en parle. Donc, je leur ai dit au début, je dis, vous êtes sûrs? Elle me dit, si, voilà ce qu'on m'a fait. J'ai dit, je suis surprise en fait simplement parce que y a, dans les pays répertoriés, il n'y a pas ces pays-là. Et elles m'ont expliqué que ce sont des groupes bien précis dans tel ou tel endroit d'Algérie ou du Maroc qui fait ça, mais ce n'est pas connu en fait. Donc, tout ça pour dire quoi? Vous pouvez simplement demander à la femme, est-ce que l'excision est pratiquée dans votre pays? Ben, ça les amène à parler d'elles quand elles sont concernées en fait. Martine l'a expérimenté, hein, c'est-à-dire Oui, qu'elle demandait aux femmes oui. si leur communauté pratique l'excision ou si c'est pratiqué dans leur pays. Les femmes, on venait en parler d'elles parce qu'elles attendent que ça, qu'on leur tende la Oui, perche en oui. fait. Et Je moi, je l'ai vécu pendant ma grossesse. À l'époque, je n'étais pas réparée de mon excision et je voulais que mon gynéco-obstétricien me parle de mon excision. J'ai dit, mais quand même, il plaisante, il le voit ou non? Et moi, je n'avais pas la force d'aborder le sujet parce qu'à l'époque, j'en parlais pas. Et donc, à chaque fois, je lui disais, docteur, j'ai peur de mourir pendant mon accouchement. C'est parce que j'avais entendu dire qu'une femme excisée pouvait mourir. Et lui, il passait son temps à me dire, ça fait des années que je fais ça, et qu'en France, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. J'ai dit, ben, moi, je ne mets pas en doute le fait qu'il y a tout ce qu'il faut en France ou le fait que vous soyez compétent. C'est que moi, j'avais peur par rapport à une problématique bien précise et je n'avais pas la force d'en parler et il n'a jamais abordé la question, mais jamais. Et je pense qu'il s'en doutait quand même parce qu'à un moment donné, pendant mon accouchement, j'entendais des commentaires de la vulve ne se détend pas. Et je disais, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, non, ça va. Après, il m'a fait une épisiotomie. Mais je vais dire, j'aurais été vraiment plus sereine pendant ma grossesse s'il me tendait la perche. C'est vrai que là, les patientes que je vois, il y en a qui sont, je leur parle de l'accouchement pour leur dire qu'elles ne risquent pas d'hémorragie. On risque une hémorragie quand on est opéré, excisé au village, mais au moment d'un accouchement en France médicalisé, il n'y a pas de risque d'hémorragie. Mais comme elles ont saigné au moment de l'excision, elles ont très très peur quand elles saignent au moment de l'accouchement. Elles disent, oh, j'ai saigné beaucoup. Et en fin de compte, elles ne saignent pas plus que ça. Mais elles ont saigné dans leur enfance et elles sont traumatisées par ces saignements qu'elles ont eus. Mais je reviens au fait donc que vous disiez que Oui. c'était très tabou parce qu'en fait, j'observe quand même que dans ma clientèle, j'ai pas beaucoup d'Africaines qui viennent en rééducation postpartum quand même, hein. Je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a des sages-femmes dans le groupe, mais ce n'est pas perçu dans la mentalité d'aller faire sa rééducation quand même après l'accouchement. Donc, je ne me retrouve pas avec une population de femmes africaines, subsahariennes ou Afrique du Nord, en fait, hein. Donc, je pense que c'est difficile à déceler, mais peut-être qu'effectivement, c'est intéressant d'aller faire, je sais pas, une campagne dans les centres sociaux ou dans Ah oui, les. bien sûr, bien sûr.
Parce qu'effectivement, elles ne viennent pas en rééducation périnéale après l'accouchement. Est-ce que les médecins pensent à leur prescrire? Parce que moi, ça m'a été prescrit après mon accouchement. Donc, Ah la oui, question que je me pose, les médecins prescrivent. Ça, j'ai rien à dire sur les médecins. Ils sont vraiment... d'accord. ils prescrivent. Après, je pense que c'est la démarche qu'elles ont à faire. Certaines sont venues, mais accompagnées de leur mari aussi. Donc, je pense qu'il y a quand même encore de la pression au niveau marital et puis au niveau culturel. Hein. Elles ne viennent pas comme ça pour de la rééducation. Parce qu'une rééducation, ce n'est pas une consultation en passant chez le gynéco. C'est quand même 10. Ah oui, bien sûr, c'est sur du long terme. Après, au-delà des pressions, il peut y avoir un aspect culturel aussi. Moi, je le vois, nous, parfois, il y a des femmes, il faut être vraiment patiente et aller à leur rythme parce que tout simplement, culturellement, chez elles, le psychologue n'existe pas, le sexologue n'existe pas, il n'y a pas cette notion d'accompagnement. Donc, il faut les laisser venir petit à petit. Après, une fois qu'elles sont engagées dans le parcours, elles sont vraiment engagées, mais il y a certaines chez qui il faut un certain temps. Et on voit clairement la différence entre celles qui sont nées en France et qui ont grandi en France ou celles qui sont en France depuis longtemps et qui sont intégrées socialement et professionnellement. Il y a une démarche différente. C'est-à-dire que quand elles nous appellent, elles viennent, elles sont tout de suite engagées dans le parcours. Et les autres femmes qui vont être orientées et où ça peut prendre un peu plus de temps de créer un lien thérapeutique avec les différents professionnels de la structure. Donc, il y a cet aspect culturel, mais c'est vrai qu'il faut aller à la rencontre des femmes. Nous, on le fait. Après, on existe depuis 2017, donc ça ne fait pas longtemps. Et l'Institut a ouvert l'année dernière. Mais de plus en plus, grâce aux partenaires, on commence à être repérés petit à petit. Mais c'est sûr qu'il faut aller, comme on le fait déjà, hein, c'est-à-dire que aller au cœur des quartiers, aller là où il y a le public concerné, c'est-à-dire aussi dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, aller dans les quartiers prioritaires, aller dans des centres sociaux. C'est quelque chose qu'on met en place et qui évolue petit à petit. Mais oui, il faut aller parce que je le vois quand on fait des interventions ciblées, même celles qui ne parlent pas tout de suite, il y a celles qui vont témoigner tout de suite et nous dire on veut vous voir, et celles qui vont prendre les flyers et nous contacter et venir après. Puisque vous parlez de flyers, est-ce que je peux intervenir justement là? Oui. Oui, parce que j'ai entendu ce que dit, voyons, Madame Ducrot-Guillon, et là je réalise qu'il ne s'agit plus dans son intervention ni de coutume ni de culture. Ça va beaucoup plus loin. Il s'agit presque de torture, vu les conséquences que peut avoir ce geste. Et je pense qu'il faudrait aussi que la France et tous les pays européens, et même certains pays d'Afrique qui ne pratiquent pas ces choses-là, mettent en place une prévention. Par exemple, des flyers que l'on donnerait à l'aéroport à toutes les mamans qui arrivent avec des petites filles, puisque vous dites vous-même qu'elles risquent de partir intègres et qu'elles risquent de revenir excisées ou blessées ou même mortes. On a absolument, il me semble que nous sommes loin là de la culture, de la coutume. Il s'agit d'assistance à personne en danger. Ça va beaucoup plus loin. On n'a pas le droit, la France, les droits de l'homme, les droits de la femme, on n'a pas le droit d'accepter, bien sûr, on n'a pas le droit de rester sans agir. Et je trouve qu'on est trop dans le secret ou dans l'entre-soi dans cette affaire. En fait, c'est une torture avec possibilité de mort ou de maladie à vie. C'est une horreur contre l'intégrité physique d'une personne. Absolument. Je crois qu'on est peut-être trop mesuré dans nos propos. Voilà ce que j'ai ressenti, ce que je ressens après ces deux interventions absolument passionnantes, mais médicalement, nous ne faisons pas assez.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut mettre en place des actions au niveau international, notamment dans les aéroports et dans les centres de vaccination des maladies tropicales. Parce Oui, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prévention dans ces centres pour alerter. Les aéroports, il n'y a rien qui est fait. Donc, il y a oui, un c'est vrai ça, c'est bien travail. ça. Il n'y a Voilà, rien qui est fait. voilà, C'est ce il y que a je un dis. vrai travail à faire par rapport à ça. Et puis, nous, ça fait partie des éléments dont moi j'ai discuté avec la chargée de mission du ministère à l'égalité qui nous avait contactés. Après, pour revenir sur une notion, si vous voulez, aujourd'hui, là où on va dire dans la démarche, on essaie de rester constructif, c'est que c'est vrai que ce sont des actes violents, ce sont des actes Criminel, vous voulez dire. oui, mais Criminel. voilà. Et là où on se mesure, c'est dire quoi? C'est une tradition. C'est-à-dire qu'aucune mère, aucune grand-mère, aucune tante ne dit je t'envoie là-bas ma fille, je vais te torturer. C'est là où le discours est nuancé. J'entends bien, oui, c'est difficile, c'est violent, ça entraîne la mort. Pas plus tard que la semaine dernière, hein, je peux vous dire que toutes les interventions, les témoignages que j'ai eus, c'est entre celles qui me disent ma petite sœur est morte pendant notre est morte Oui, mais pardon, je sais, j'en connais aussi. pendant notre excision, et celles qui disent c'est ma voisine qui est décédée ou une qui a témoigné. Le village, ils ont chassé des femmes comme moi qui venaient pour sensibiliser. Et le jour où il y a des gamines qui sont mortes, ils ont compris qu'il fallait arrêter. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de mortes, de décès que ce qu'on croit en fait. Hein, Mais je le sais. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. oui, non, mais vous le faites bien et je comprends. Je suis d'accord avec le fait de sensibiliser dans les aéroports et même plus largement. Il faut qu'il y ait une vraie gouvernance internationale sur cette question Oui, parce qu'il y a quand même 200 millions de femmes concernées dans le monde. oui, mais justement, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait en amont auprès des gouvernements pour empêcher cette torture de l'individu? Il faut faire du lobby. Il faut faire du lobby. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut de vrais groupes de pression contre les gouvernements, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Moi, c'est des choses que j'envisage d'aborder à la COP FGM. C'est un réseau international qui crée les ponts entre les pays. On se partage les bonnes pratiques, on fait des actions communes, mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre pression sur les gouvernements? Parce que c'est quand même un réseau où il y a des représentants de tous les pays concernés par l'excision dans le monde. Vous imaginez si toutes les forces sont unies pour mettre pression sur les gouvernements. Quand il y a des grands sommets internationaux. Tout à fait. Voilà. J'imagine tout à fait. Et on peut imaginer on pourrait en faire une grande cause nationale. Bien Et sûr. il y a au gouvernement des femmes à contacter. Le CNFF, que vous connaissez, je crois, commence à réfléchir à tout ça. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je sais que Marie-Claude commence à y réfléchir et même dans le cadre de Génération et du forum Génération Égalité Voices, elle a proposé un événement qui est très intéressant dans lequel, s'il est validé, j'interviendrai parce qu'il faut mettre cette question au cœur des débats internationaux. Alors voilà. Aux femmes, parce que pendant longtemps, ça a été mis de côté. C'était pas, quand on parlait de violences faites aux femmes, c'était pas intégré. C'est de plus en plus intégré, tant mieux, mais il faudrait qu'au niveau international, ce soit intégré systématiquement aussi et qu'il y ait de vraies décisions prises par rapport à ça pour qu'on avance sur la question. Oui. Parce que je peux vous dire qu'il y a des pays où c'est pratiqué couramment, mais dans l'indifférence totale, et même quand c'est puni, hein, il ne se passe rien du tout, et les gens savent que ça existe et personne ne s'en préoccupe, c'est tabou. Quand on en parle, on dit pourquoi on en parle. Moi, je sais que quand j'interviens, parfois, il y a des gens qui me regardent de travers, qui ne sont pas contents, qui sont en colère et tout. Mais bon, de toute façon, on ne va pas s'empêcher d'agir à cause de ces personnes-là, mais c'est vrai qu'il faut que les gouvernements l'intègrent comme une vraie cause nationale. Voilà, il faut en faire une question politique. Oui, effectivement. Oui, parce c'est la seule façon de s'en sortir. En fin de compte, c'est l'inégalité entre hommes et femmes. Oui. C'est l'absence de démocratie parce que ces femmes, elles sont annihilées, quoi. Elles n'ont pas droit elles vont pas avoir droit à la parole, elles vont pas savoir avoir droit à la parole. Et ça gêne la démocratie. Mais l'Espagne est en train de trouver le remède contre la violence faite aux femmes. Ah bon? Parce que l'Espagne est
intraitable. Ah oui. Intraitable. Tolérance zéro. C'est tolérance zéro maintenant en Espagne. C'est pour ça. Tolérance zéro, eh bien, c'est la même chose. Il faut arriver en France à faire de cette affaire-là, qui est une affaire de crime. C'est pas Absolument. une coutume, c'est pas une culture. Mais il faut que la loi Moi, s'applique. j'insiste. Il y a des lois, il faut qu'elles soient appliquées. C'est ça qui est le plus difficile. Hein. Oui, les lois ne sont pas faciles à appliquer parce qu'il faut porter plainte, il faut réussir à attraper les gens, il faut qu'il y ait des dénonciations. Mais moi, j'en reviens à la même chose. Là où il faut nuancer le débat, c'est ne pas être dans le jugement, en fait. Parce que dans le jugement, c'est très dangereux. Ça crée des comportements qui peuvent être hyper dangereux. Nous, moi, je peux vous dire, aux Orchidées Rouges, nous, on a quand même un discours qui reste constructif, mais on reçoit des mails qui ne sont pas sympas du tout. Hein. Voilà. On reçoit des mails pas sympas. Hein. Pas plus tard que le mois dernier, on a reçu le mail d'un gars qui nous fait carrément des copies écran de Wikipédia qui montre que l'homme est mieux que la femme et que la femme a été créée avec la côte de l'homme et pas l'inverse. Et qui nous dit, vous les Occidentaux, là, de quoi vous mêlez l'excision, ce n'est pas votre affaire, vous mêlez de ce qui vous regarde et tout. Voilà. Voilà. C'est pour ça que… La côte de l'homme, ça veut dire que hommes et femmes doivent être côte à côte, justement. Absolument. Ben, c'est clair. Non, mais c'est quelqu'un, je me suis dit, lui, je ne sais pas d'où il sort ce qu'il a consommé, mais voilà. Donc, ça, c'est les mails sympas qu'on reçoit ou un qui envoie un message pour dire… On ne comprend pas pourquoi vous luttez contre l'excision. D'ailleurs, mon ami, il cherche une femme excisée. Vous ne pouvez pas nous présenter une femme de votre association. Bon, moi, je n'y réponds même pas. Voilà. Mais donc, c'est des gens, parfois, ils peuvent aller très loin. Donc, je veux dire, moi, je crois en une chose. Il faut prendre des mesures au niveau gouvernemental, mais il faut travailler aussi avec les populations. Voilà, il faut travailler de l'intérieur. C'est la population. Voilà, parce que les solutions viendront de là aussi, et en étant vraiment dans un dialogue constructif, parce que dans plusieurs endroits du monde, il y a eu ce qu'on appelle les dépôts de couteaux, et c'est en arrivant, en étant dans de vrais projets constructifs avec eux. Si on juge les gens, parce c'est un élément identitaire pour des populations. Donc, il faut savoir que certains peuvent le vivre comme une forme de recolonisation. Comme j'ai dit souvent, hein, une personne blanche de peau qui arrive, on va dire, c'est quelqu'un qui vient nous coloniser, ou une noire comme moi de peau, ils vont dire, regardez-moi cette bounty là. Moi, on m'a déjà dit, hein, tu te prends pour une blanche, toi. donc, c'est pour ça que, oui, c'est vrai que c'est des actes très graves, ce sont des atteintes graves hein, aux droits fondamentaux des personnes qui en sont victimes. Mais exactement. Droit à la vie, droit à la sexualité, droit à l'intégrité physique, le droit à la santé, ça c'est clair et net. Mais on est obligé d'être dans un discours constructif pour arriver à avancer là-dessus. Et il faut que les gouvernements se bougent aussi, quoi. C'est important. Il faut faire évoluer doucement les traditions. Voilà, c'est ça. C'est une mise en question des traditions, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que ça devient compliqué. Il faut comprendre, enfin, en tout cas, moi, j'en ai parlé avec mon père et j'avais été dure en disant que les traditions tuent les gens quand même. Donc, il faut quand même se remettre en question. Et il y a un moment où il faut considérer la personne sans la juger et avec amour. Ça veut dire que l'amour n'existe plus. Il n'y a que la tradition qui compte. Oui. Pour moi, qu'on n'aime plus les gens. En fait, si vous voulez, il y a des endroits du monde où la tradition… Il y a des endroits du monde… Si vous voulez, il y a des endroits du monde où la tradition prime sur tout, en fait. Mais c'est pas normal. C'est-à-dire, voilà, je ne dis pas que c'est bien, j'explique. Voilà, la tradition prime sur tout et il y a le poids même des morts, des ancêtres qui sont partis, qui est là, où il faut répéter des gestes qu'ils ont faits. Voilà, moi j'ai grandi dans la tradition africaine pure avec des anciens, donc la façon de réfléchir, elle est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais pour les faire bouger, il faut y aller doucement, parce qu'avec la force, ça les braque et ça peut créer même des choses très graves hein, envers la personne qui va venir leur parler. Hein. Donc, il faut y aller doucement. Et ça va passer aussi par l'éducation, parce qu'on voit que plus les gens ont accès à l'éducation, les choses bougent. Et les traditions, la peau dure, une tradition, pour la changer, ce n'est pas en un coup de baguette magique, il faut du temps. Et ça ne veut pas dire que dans ces traditions-là, ils n'aiment pas les enfants. C'est là où c'est compliqué l'excision. C'est qu'une mère excise sa fille en disant « je veux lui offrir un avenir parce que sinon elle n'aura pas de mari et je suis dans une société où sans mari, la femme n'est rien ». C'est là où c'est compliqué l'excision. Ce que je n'admets pas, c'est que cette tradition passe par la peur.
On fait peur aux gens, on fait peur aux femmes. C'est ça que je n'arrive Et pas. en fin de compte, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est C'est l'éducation. l'éducation des Une femmes. éducation qui prime. L'éducation Voilà. des femmes, L'éducation c'est des femmes l'avenir avant de l'homme. C'est l'avenir de l'homme. C'est Tout à l'avenir fait. des enfants. Si les Exactement. femmes ne sont pas éduquées, si au moment de leur Voilà. menstruation, on les marie de force, elles ne vont plus à l'école, c'est une erreur. Il faut éduquer les femmes. Bien sûr. Et elles toute vont façon, éduquer leurs enfants. Et à partir de là, bien la sûr. société va Mais évoluer. vous savez, il n'y a aucun jugement parce que la France aussi a eu son obscurantisme Ah, mais au bien Moyen sûr. Âge. N'oublions pas qu'on brûlait les sorcières. Mhm. Donc, nous n'avons pas de leçons à donner. Simplement, le monde a évolué et il est bon d'appeler les choses par leur nom. Voilà. C'est une torture, c'est un meurtre, ça peut être un meurtre. Oui, bien sûr. Les petites filles en pensent quoi? Les petites filles ou les jeunes filles là qui sont en France, elles en pensent quoi de cette tradition? J'imagine qu'elles sont écartelées entre les traditions qu'elles doivent suivre dans leur pays et puis la civilisation autre et la peur de mourir. Elles en pensent quoi dans Il y les a colloques que vous pouvez de faire avec tout, en elles? fait, hein, si vous voulez. Vous avez celles qui ont compris que c'est une pratique d'un autre âge qui doit s'arrêter et que c'est surtout que c'est une atteinte grave aux droits fondamentaux des victimes, des personnes qui en sont victimes. Et il y a celles qui sont partagées entre la tradition et le fait d'accéder à d'autres connaissances et se dire finalement ce n'est pas bien, mais comment j'abandonne ça en continuant à faire partie de ma communauté, en continuant à faire partie de ma famille. Et ça se ressent aussi il y a ce qu'on appelle le conflit de loyauté chez une femme excisée qui veut se réparer. Il faut savoir que c'est pour ça que la notion d'accompagnement est très importante parce qu'il y a des femmes, si elles ne sont pas accompagnées, après la reconstruction chirurgicale, elles font des décompensations. Il y a parfois la douleur qui rappelle la douleur de l'excision, mais pas que. Il y a un conflit intérieur. C'est comme c'est un élément identitaire dans leur communauté. Il y a des communautés où c'est un statut d'être excisé. Donc, ces femmes se disent comment je me reconstruis en continuant à faire partie de ma famille, en continuant à faire partie de ma communauté. Donc, c'est tout un travail psychologique à faire avec ces personnes-là pour qu'elles évoluent dans ce parcours de reconstruction. Il y a celles aussi qui se font reconstruire sans le dire à la famille. Parce que si elles le disent, elles seront rejetées par la famille. En tout cas, moi, je pense C'est vraiment. que c'est quand même l'ignorance. Et c'est pour ça que c'est bien que vous avez donné au départ des origines quand même. Mhm. Et je pense que ces origines, il faut que les gens soient au courant. Je me rappelle, bon, je viens de la RDC, donc mon père est professeur d'université, je suis allée faire des conférences là-bas. C'est vrai qu'on m'a ri au nez avant les conférences sur la rééducation périnéale, mais le nombre de personnes qui étaient, je me suis rendu compte que quand même, les gens avaient de l'intérêt. Donc, je pense qu'il est temps qu'on agisse vraiment de l'intérieur, mais par contre, il faut informer parce qu'il y a beaucoup de... Ça, c'est clair. De l'intérieur, ça a plus de poids. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis qu'on existe, en fait. Hein. C'est aller à la rencontre des gens directement, faire des conférences, des interventions, des ateliers, aller à la télévision. Moi, j'ai pris la parole plusieurs fois à la télévision ivoirienne. J'ai été parfois critiquée, même dernièrement. Hein. La semaine dernière, je sors d'une intervention sur la chaîne nationale 1. Il y a des gens qui m'attendaient dehors pour que je m'explique sur ce que j'avais dit à la télé. Non, mais voilà, on sait que c'est le risque, mais dans la peur, on ne fait rien, on y va, quoi, et puis on verra. Mais donc, il faut y aller, il faut en parler publiquement. Et moi, je suis vraiment satisfaite que la télévision ivoirienne me donne aussi l'opportunité de parler de ces sujets-là à la télé, parce qu'il y a des pays où ce n'est pas possible hein, de parler de ces sujets-là. Donc, ça, c'est super qu'on puisse aussi en parler à grande échelle comme ça, atteindre plus de personnes. Donc, au-delà des conférences qu'on fait dans les écoles, des focus group dans les communautés, ce qu'on envisage plus tard aussi, c'est faire des grands forums ouverts aux femmes et tout. J'en ai parlé avec des partenaires qu'on a rencontrés parce que, au-delà de sensibiliser sur les mutilations,
On fait un vrai travail aussi sur ce que les Anglais appellent l'empowerment, le développement du pouvoir d'agir. Et dans les communautés, on va certes sensibiliser contre l'excision, les violences faites aux femmes et tout, mais je fais des rencontres de mentoring avec les jeunes filles pour qu'elles se construisent par elles-mêmes et pas parce qu'il y a beaucoup leur objectif de vie, c'est trouver un mari. Hein. C'est le premier objectif de vie avant tout, même quand elles ont accès à l'école, hein, parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Voilà, donc c'est travailler sur ça pour qu'elles aient d'autres objectifs de vie. Comme je leur dis souvent, le mari, c'est la cerise sur le gâteau. Et j'ai cherché à vous réaliser vous-même. J'ai dit, au lieu de chercher un mari millionnaire, vous cherchez à devenir vous-même millionnaire, c'est encore mieux et c'est plus gratifiant. Ça, elles adorent. C'est mieux, c'est vrai. Bonsoir, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Je suis Florence Girard, je suis directrice de programme adjointe à l'Union française. Je vous remercie pour cette conférence qui était extrêmement intéressante. Et je me permets d'agir avec ma casquette de médecin. Je suis médecin généraliste et je voudrais savoir si vous avez des dispositifs qui nous permettent d'agir en prévention lorsqu'on sait que dans nos patientèles, on a des mamans ou des familles qui vont repartir au pays avec des filles. Alors moi, je suis un peu stupéfaite d'apprendre qu'au-delà de 17 ans, elles peuvent être encore excisées. Ça, je ne le savais pas. Donc, merci pour l'info. Pour moi, dans ma tête, c'était les petites de 6 à 10 ans. Donc voilà, est-ce que nous avons je sais pas, du matériel législatif en France qui peut nous permettre d'agir en amont, en dehors du fait de dire faites attention, mais bon, je pense que malheureusement, toute maman peut ne pas toujours protéger complètement ses enfants. Enfin, moi, je le vois comme un système de protection. Voilà, est-ce que nous disposons de quelque chose en France? Est-ce qu'il y a quelque chose, des circuits particuliers? J'imagine qu'on ne peut pas faire de signalement d'enfant en danger, puisque ça ne se dit pas. Hein, Mais oui. Tu veux intervenir là? Ils peuvent aussi se faire des certificats de non-excision avant de partir en vacances. Ouais. Alors, moi, je pense qu'avant les départs en vacances, il faut aborder clairement le sujet avec la personne. Hein, voilà, et demander sa position ou demander si l'excision est pratiquée dans son pays, demander ce qu'elle en pense déjà pour sonder déjà sa position à la personne. Et en fonction de ce qu'elle vous répondra, l'alerter sur le fait de faire attention. Hein, parce que là, pour le coup, si on vient d'une communauté qui pratique l'excision, il n'y a pas de personne de confiance. Hein. Nous, on a déjà eu le cas où des femmes ont laissé leur petite fille passer la nuit avec la mamie. Le lendemain, elles sont arrivées, la gamine était excisée. Hein. Voilà. Donc, là, pour le coup, il faut faire attention. Après, si la personne ne vous dit pas qu'il y a une menace si elle ne vous dit pas qu'il y a une menace sur l'enfant, on ne peut pas faire de signalement. Quand il y a une menace sur l'enfant, il peut y avoir un signalement dans le cadre de la protection de l'enfance. Mais là, s'il n'y a pas de menace, à part donner des conseils, on ne peut rien faire d'autre, à part dire il faut faire attention et ne pas hésiter d'ailleurs à rappeler la loi. Parce que parfois, les parents eux-mêmes sont complices de l'excision de leurs enfants à l'étranger. Voilà. Donc, le fait de rappeler la loi va rappeler à la personne ce qu'elle encourt si elle s'amuse à être complice d'une excision là-bas. Voilà. Oui, puis lui demander si les grands-parents sont pour l'excision, les tantes, les oncles, qui c'est qui est pour l'excision dans la famille, quoi. Parce que vous voyez, même moi j'ai reçu une patiente qui est née en France de parents africains, qui vivait dans les Vosges, et la pression familiale a fait que la mère de cette future ingénieure a amené la petite fille à l'âge de 7 ans à Paris pour trouver une exciseuse. Elle a fait... Cette personne a été excisée vers l'âge de 7 ans parce qu'il y avait une pression familiale de chez elle, de sa famille, de l'entourage, mais loin, quoi, hein, qui était de loin, voilà, c'est ça, oui. Oui. C'est pour ça que la pression familiale, c'est très important, quoi. Ah, excusez-moi. Ouais, ça me pose question. Voilà. Il m'est arrivé de rencontrer une fois une maman qui m'a dit, mais moi, je ne rentre pas au pays parce qu'elle n'avait pas confiance. Et en fait, elle n'est pas rentrée. Elle avait... ses 3 premiers enfants, c'était des filles, elle n'est pas rentrée au pays. Moi, j'étais bien démunie parce que j'avais pas de solution. Enfin, voilà.
Parce qu'au pays, quand ils ont envie de faire, ils montrent des stratagèmes, plein de choses pour essayer de choper les petites filles. Donc, c'est pour ça, quand la menace est présente, le mieux, c'est que les mamans évitent d'y aller jusqu'à ce que les enfants soient à un âge de pouvoir se défendre, c'est-à-dire 25 ans, hein, vraiment. Parce que là, j'en parlais avec un proviseur là, récemment en Côte d'Ivoire. Sa fille a 22 ans. La grand-mère veut toujours exciser la gamine, bien qu'elle ait 22 ans, qu'elle soit indépendante, elle a son appartement maintenant. Elle en veut à son fils de n'avoir pas excisé la gamine parce que son fils l'a toujours protégée. Donc, elle insiste toujours. Elle dit, il faut que tu l'excises pour qu'elle soit une vraie femme. Et donc, lui, il a prévenu sa mère. Il lui a dit, si tu fais ça, tu ne seras plus ma mère. Et donc, il a dit, depuis que son enfant, sa petite, est petite, il n'a jamais laissé sa fille une seconde toute seule avec sa mère. Non. Il dit, je sais que si je tourne le dos, elle va le faire. Donc, c'est pour ça que parfois, je dis aux gens, quitte à être paranoïaque, vous laissez votre enfant à personne quand vous êtes en vacances scolaires, quand vous êtes dans des communautés où vous savez que ça existe. Oui. C'est ça le problème. Et du travail. Ah oui, oui. Oui, bah ça, oui. Et le travail, c'est un travail de longue haleine, mais comme je dis, il ne faut pas lâcher. Déjà, aller voir les généralistes alors, parce que c'est vrai que le médecin généraliste peut justement, s'il est sensibilisé par ça, c'est des questions qu'il peut poser avant de partir en vacances. Et là, ça va interroger le parent, sachant qu'il y a une loi, attention, parce qu'il n'y a que le généraliste qui pourra vérifier aussi. Oui, voilà. Informer, discuter. Et vous savez qu'il y a des personnes qui sont pour l'excision qui ne savent même pas ce que c'est. Parce que, figurez-vous que parmi les interventions que j'ai faites là, ces derniers jours en Côte d'Ivoire, quand je décrivais ce qui était l'excision, il y a des garçons qui criaient « Aïe, ça fait mal !» J'ai dit « Ah, vous ne saviez pas que c'était ça ?» Ils disent « Ben non !» Et même, c'était marrant de voir, il y a des endroits où, quand je dis marrant entre guillemets, c'est qu'il y a des endroits où, quand je décrivais, les gens reculaient. C'est-à-dire que, ouf, ils comprenaient la gravité de la chose. Donc, ça montre que ce tabou… C'est l'ignorance. Bien sûr, et c'est l'ignorance qui est liée au tabou parce qu'on n'en parle pas. Moi, je discute avec un oncle dont la femme est excisée en plus. Hein, et je lui dis, quelle est ta position par rapport à l'excision? Il me dit, bah, je ne sais pas trop. J'ai dit, si, tu dois savoir. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas trop quand même. Tu es pour ou tu es contre? Il dit, mais je ne sais même pas comment ça se passe. Pourquoi tu veux que je sois pour ou contre? Il dit, tu es sérieux? Je dis, on a tous grandi dans le même endroit où toutes les femmes étaient excisées. Comment tu ne sais pas? Il dit, mais je sais que ça existe, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe de façon pratico-pratique, donc je ne sais pas. Et c'est là que je lui ai expliqué, il m'a dit, mon Dieu. Donc, lui-même, il ouvrait les yeux sur la gravité de la chose. Et il y a un film qui est intéressant là-dessus qu'on avait diffusé il y a 2 ans au cinéma, c'est Female Pleasure. Et dans ce film, il y a Leila Hussein en Angleterre, une thérapeute. Elle explique avec de la pâte à modeler quelle excision. Donc, elle fait la vulve d'une femme et elle prend des grands ciseaux, elle coupe. Mais je peux vous dire que des hommes sont sortis de là en pleurs. Et il y en a un qui disait, mais je viens de réaliser ce que subissent mes sœurs, mes cousines. Il dit, à partir de maintenant, je suis contre. Il a réalisé ce que c'est en fait. Donc, ce tabou qui crée cette méconnaissance de la pratique et que les gens soutiennent ça sans savoir ce que c'est, il faut briser ce tabou. Oui, oui. Eh bien, nous vous aiderons. Merci beaucoup. Il faut qu'avec les SOROP, on va créer un groupe de lobby en France contre ça. Et ce sera puissant et efficace. Juste une question quand même sur la reconstruction. Est-ce que toute femme en France qui veut en bénéficier peut? Est-ce qu'on a suffisamment de praticiens? Est-ce que comment ça se passe? Non, pour l'instant, il y a quelques praticiens. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui se forment pour ça. Hein. Oui, c'est ça aussi qui… Oui, tout à fait. Mais parce qu'on n'en parle pas, donc les gens, on n'en a jamais parlé pendant nos études médicales, même de chirurgie gynécologique, on n'en parle pas. Mais d'où l'importance d'en parler dès les premières années de médecine. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est invité pour en parler aux étudiants en médecine, quoi.
dès les premières Ouais. années. Parce qu'en plus, avec le pourcentage d'immigration, 12% d'immigrés en France, il y en aura de toute façon. Donc, il faut qu'on le sache, qu'il puisse y avoir des réparations et chirurgicales et surtout aussi psychologiques, quoi, hein, de ces traumatismes de l'enfance. Est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées de cette association, les Orchidées Rouges, par mail ou je ne sais pas, pour qu'on puisse avoir un lien? Alors, juste, la conférence de ce soir va donc être enregistrée de façon à ce qu'elle soit accessible à d'autres SOROP qui ne sont pas là ce soir ou hors Sud-Ouest, bien sûr. Et puis, on mettra effectivement les coordonnées et on a déjà les photos. Merci Marie-Claire. Je vous Voilà. en prie. Je vous engage aussi, si vous êtes sur LinkedIn, à regarder et à suivre tous les posts des Orchidées Rouges sur LinkedIn. Ils sont présents et sinon, en tapant les Orchidées Rouges simplement dans la barre Google, on arrive sur le site internet de l'association qui est très bien fait, qui est toujours mis à jour et où on voit tout ce qui est fait. Il y a la boutique aussi, enfin, si elle y est toujours, j'avais regardé. Une boutique d'objets, elle est toujours présente sur le site? Ah, la boutique d'objets, on l'a enlevée parce que d'accord. On va renouveler, après on va refaire. C'est pour ça qu'elle n'y est plus. Parce que c'est aussi un moyen de vous soutenir, ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais bien, on la remettra en ligne. Chacune individuellement, voilà. Après, ce que peut faire les SOROP collectivement, c'est autre chose, mais... Oui, ben c'est vrai qu'on attend, je sais qu'il y a en réflexion des outils de diffusion. Alors, vous m'avez parlé d'une BD. Je sais que le club d'Angoulême travaille également. On pourrait diffuser. Et c'est vrai que on va suivre l'affaire de près parce que c'est vraiment quelque chose que je pense les SOROP peuvent faire dans les établissements scolaires ou autres. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Donc, on va pas lâcher l'affaire. Et j'espère aussi qu'on pourra se voir physiquement puisque nous à Bordeaux et j'attends ça. Quoi. Voilà. C'est vrai que ça serait super de pouvoir recevoir physiquement. Bon, je crois quand même qu'on va y arriver. Hein. Oui, bon. Petit à petit. C'est ça. Oui, ce que je voulais dire aussi, je pense aux jeunes mineurs, aux jeunes femmes mineures. Si elles sont en France, elles peuvent écrire au juge des enfants, hein, même si elles sont mineures, pour dire qu'elles sont peut-être menacées d'excision. Oui, mais il faut qu'elles aient déjà un âge quand même en capacité de le faire, bien sûr. Donc, pour des ados, c'est jouable, mais pour des petites filles, et c'est vrai que l'idée qu'il y ait des outils de prévention dans les aéroports, par exemple, ça paraît évident. Voilà, il faudrait qu'on arrive à diffuser, je ne sais pas, dans les aéroports, une brochure effectivement à tous les parents qui partent avec des enfants sur les vacances scolaires. Enfin, ça paraît... C'est vrai, ça serait vraiment super. Hein. Ça, si on arrive à faire ça, ça serait vraiment très bien parce que je n'ai jamais compris pourquoi dans les aéroports, il n'y a jamais eu d'affiche ni quoi que ce soit sur la question, alors que c'est par là-bas que les gens passent pour aller exciser les gamines. Il faut qu'on essaye de trouver des interlocuteurs. Au moins, on va essayer, peut-être, je ne sais pas, sur Bordeaux. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas essayer de faire ça. Ça serait bien, je pense. Ça serait une première qui pourrait… Irène. Oui. Oui, peut-être l'aéroport de Bordeaux, là, on pourrait peut-être s'occuper de ça. Travailler là-dessus. Oui. Voilà. Bonne idée. C'est une très bonne idée. Bien, mesdames, je crois qu'on a largement dépassé le timing, mais bon, vous me l'aviez dit, hein, donc je m'y attendais. Hein. Bon. C'est intéressant, merci beaucoup. Vraiment, merci à toutes les deux. C'était vraiment très intéressant. Merci aux participantes et vraiment, Marie-Claire, merci beaucoup. Je sais que vous revenez de voyage et que bon, voilà, merci. Et merci à toi, Sylvaine. Merci à toi. Merci, c'était très intéressant. Très intéressant. Franchement,
Grâce à vous, on a appris beaucoup de choses et ça donne envie de s'impliquer. Totalement. Voilà. On ne peut plus rester indifférente. Pour l'égalité des femmes. C'est l'impression que moi j'avais eue personnellement, enfin quand j'avais assisté à la conférence de Marie-Claire le 6 février qui était faite spécialement sur ces questions et où on se dit que même en tant que femme, on va dire intéressée sur ces sujets, on ne connaît pas tout. Et franchement, moi, l'ampleur du phénomène et l'aspect technique, enfin médical, même en étant sensibilisé sur ces questions, ce qu'on est toutes, hein, on ne connaît pas tout. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus et ça serait bien que ça soit une priorité, effectivement. Voilà. Oui, tellement. Parce que toutes les femmes du monde se serrent la main. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on va essayer de se rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à Sylvaine. Et merci surtout aussi à Dominique qui a assuré toute la gestion technique et vraiment c'était un vrai soulagement pour moi. Hein. Je dois dire. Un peu de sueur froide pour moi. Merci tout le monde. Merci Martine. Au plaisir. À bientôt Marie-Claire. Au revoir. Bonne soirée, bon week-end. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. Bonsoir. Comment on arrête ça, je sais pas.